40 000 tonnes d'acier, c'est la masse brute que déplacent ces navires de 1000 pieds de long avant leur destruction finale. Chaque année, des centaines de ces géants des mers ne rejoignent aucun port équipé, mais visent délibérément la terre ferme pour leur dernier voyage. Ils s'échouent avec fracas sur les plages boueuses d'Asie du Sud, s'enfonçant profondément dans les sédiments humides sous leur propre inertie. L'élan brise le silence de la côte alors que la coque s'immobilise définitivement. Pourquoi choisir une méthode aussi archaïque pour démanteler des structures aussi complexes? On pourrait supposer que des installations industrielles modernes et sécurisées seraient nécessaires pour traiter autant de matière. Mais l'absence d'infrastructures permet à des milliers d'ouvriers d'atteindre le navire à marée basse sans équipement lourd coûteux. À première vue, la tâche semble insurmontable pour des hommes munis de simples outils à main. Mais en réalité, le processus est une déconstruction méthodique et implacable. On peut remarquer comment les chalumeaux découpent l'acier épais, générant une température de 5400 degrés Fahrenheit au point de contact. Les étincelles jaillissent en gerbes lumineuses, tandis que les ouvriers séparent chaque plaque, chaque compartiment et chaque pipeline de la structure principale. La suite devient plus complexe. Le démantèlement progresse couche après couche, jusqu'à atteindre l'ossature interne. On voit les pièces massives tomber lourdement sur le sable sombre, prêtes à être évacuées manuellement ou par treuil. Tout ce travail titanesque est réalisé pour un salaire souvent inférieur à 4 $ par jour, malgré l'exposition constante aux fumées et au risque d'un environnement dangereux. C'est pourtant grâce à ce sacrifice laborieux que plus de 90% des matériaux du navire retournent dans le cycle industriel mondial. L'acier est ainsi prêt pour une nouvelle fusion et une nouvelle vie. 100 000 navires commerciaux composent actuellement la flotte mondiale sur les océans. Chaque année, les chantiers navals lancent environ 2700 nouveaux bâtiments, tandis que 400 à 500 vieux navires quittent le service. On peut remarquer ce cycle de remplacement dans l'industrie maritime, mais ce n'est que le début. Pourquoi ces structures massives doivent-elles être obligatoirement ferraillées? La réponse ne se limite pas à l'âge du métal. Un navire fonctionne efficacement pendant environ 25 à 30 ans avant que les coûts de maintenance ne s'envolent. À première vue, la coque semble intacte, mais en réalité, l'eau salée détériore progressivement l'acier par la corrosion. Les cales et les systèmes de machines ne peuvent plus maintenir leur niveau de sécurité d'origine face aux éléments. Tout se complique encore avec les régulations, car les normes d'émissions mondiales imposent de réduire la teneur en soufre dans le carburant, rendant de nombreux navires techniquement obsolètes. On voit aussi des unités forcées à l'arrêt par des collisions, des incendies ou des échouements. Les pannes mécaniques sévères rendent toute remise en état impossible. C'est pourquoi, lorsque les réparations excèdent la valeur opérationnelle, le démantèlement devient la seule option. Le cycle industriel du navire s'achève ici. 70%, c'est la part précise de l'activité mondiale de démolition navale, concentrée sur 3 sites majeurs: Alang, Chittagong et Gadani. Lorsqu'un navire achève son cycle de vie opérationnel, il ne disparaît pas simplement des registres. Pourquoi ne pas utiliser des robots et des grues pour un démantèlement contrôlé au large? À première vue, cela semble être la solution technique idéale, mais en réalité, les navires sont remorqués vers les larges plages d'Asie du Sud, où la demande en ferraille est énorme. On peut remarquer les silhouettes massives des tankers s'approcher des côtes avant l'impact final. Mais ce n'est que le début. À Alang, en Inde, des centaines de navires sont pilotés chaque année directement sur un rivage de 6 miles, créant une immense chaîne de démontage à ciel ouvert. À Chittagong, au Bangladesh, la méthode force les coques sur les rives boueuses grâce à la pleine puissance des marées. On voit comment la vase capture les structures d'acier une fois l'eau retirée. Gadani, au Pakistan, se distinguait autrefois comme le centre le plus rapide du monde, malgré des risques opérationnels élevés. Peu importe la technique spécifique ou l'échelle, ces 3 sites partagent le même rôle industriel, consistant à arracher des dizaines de milliers de tonnes d'acier aux carcasses. Le métal est ainsi récupéré
pour alimenter l'économie globale. 3 à 6 millions de dollars américains, c'est la somme précise qu'un navire cargo typique peut générer lors de son évaluation avant démantèlement. Sur quoi se base une telle estimation financière pour une structure arrivée en fin de vie? L'acheteur, qu'il s'agisse de négociants en ferraille ou d'entreprises de démolition navale, ne s'arrête pas à l'apparence extérieure du bâtiment. La valeur dépend strictement de 2 facteurs techniques, la quantité d'acier récupérable et le prix actuel du marché de la ferraille. On peut remarquer que les paquebots de croisière dépassent largement ces chiffres initiaux lors de l'estimation. Ils valent encore plus cher car leurs entrailles regorgent de grandes quantités de métaux non ferreux, d'acier inoxydable et d'équipements intérieurs coûteux. À première vue, le but du démantèlement semble être une simple destruction, mais en réalité, il se divise en 2 catégories, le broyage pour la ferraille et le démontage pour la réutilisation des composants. La majorité de l'acier, du cuivre, de l'aluminium et des systèmes de machinerie est systématiquement récupérée. Mais ce n'est que le début du tri. Les câbles électriques, les hélices massives et les arbres de transmission sont aussi extraits des coques. Les techniciens retirent soigneusement les composants précieux tels que les moteurs, les équipements de navigation, les pompes hydrauliques et les générateurs. On voit comment ces pièces subissent une inspection rigoureuse avant d'être revendues à des navires plus petits ou sur les marchés locaux. C'est ainsi que le navire accomplit son rôle économique final en tant que source de matériaux pour diverses industries, avant même d'être officiellement coupé en sections. Quelques heures de marée haute, c'est la fenêtre de temps critique dont disposent les équipes pour l'opération finale. Pourquoi cette manœuvre dépend-elle exclusivement de la montée des eaux? Le navire a terminé ses inspections et ne peut plus naviguer par ses propres moyens. L'eau montante soulève l'immense coque, créant la profondeur indispensable au remorqueur pour diriger la poussée et guider la masse inerte vers la plage. À première vue, l'échouage sur la plage de sable semble être une manœuvre brute et simple. Mais en réalité, si les calculs de trajectoire sont faux, le navire peut dériver ou rester bloqué au large, compliquant toute la logistique. Lorsque tout se déroule selon le plan, l'élan porte le bâtiment jusque sur le sable où il s'immobilise. On peut remarquer comment la coque s'installe fermement sur le rivage à mesure que la marée se retire, exposant l'énorme partie inférieure restée cachée sous l'eau depuis des décennies. Mais ce n'est que le début. La transition est marquée. Le véhicule de transport devient un gisement de matériaux en attente. Des centaines d'ouvriers investissent alors chaque compartiment en acier pour désosser la structure de l'intérieur vers l'extérieur. La première étape consiste à vider totalement les espaces, les travailleurs démontant les portes, les tables, les chaises, les éclairages, ainsi que les garde-corps en acier inoxydable et les systèmes de ventilation. Chaque élément subit une inspection rigoureuse pour déterminer s'il peut être réutilisé ou revendu. Pour les navires de croisière, le travail se complexifie considérablement. Les zones comme les théâtres, les cinémas, les gymnases, les piscines et les bars doivent être dénudés manuellement, tout comme les centaines de cabines individuelles. De nombreux composants de valeur, tels que les cuisines industrielles, les systèmes de sonorisation et les unités de climatisation, sont retirés intacts pour le marché de l'occasion. La suite devient plus complexe. Une fois les couches intérieures retirées, l'équipe environnementale prend le relais pour pomper les huiles résiduelles des réservoirs et traiter les boues ainsi que les produits chimiques restants dans les pipelines. C'est une étape d'une criticité absolue, car la moindre trace de gaz inflammable ou d'huile non collectée pourrait transformer la flamme d'un chalumeau en source d'ignition immédiate. Après ce nettoyage complet, il ne reste du navire qu'une carcasse d'acier vide, prête pour la phase la plus lourde, la découpe de la coque. Les ouvriers dressent des échafaudages et tracent les lignes de coupe sur le métal nu. Les chalumeaux oxyacétyléniques chauffent à plus de 3000 degrés Celsius pour percer des plaques d'acier de près de 3 cm d'épaisseur. On voit comment chaque section, pesant plusieurs tonnes, est soigneusement sécurisée par des câbles avant de chuter par gravité sur le sable. Le bruit de l'acier heurtant le sol résonne toujours,
signalant la rupture physique d'une partie du corps du navire. Et ce n'est pas encore la limite. Des tracteurs traînent ces vastes sections vers l'intérieur du chantier pour un découpage plus fin. 3 équipes distinctes, les coupeurs d'acier, les équipes de transport et les récupérateurs de câbles, s'activent en continu pour valoriser le maximum de matière. Selon la taille du bâtiment, ce processus s'étendra sur plusieurs mois, voire plus d'une année. Le métal est alors prêt pour son cycle suivant de transformation. 12 mois, voire plus d'une année, c'est la période nécessaire pour que cette étape entière arrive à son terme. Pourquoi une telle lenteur caractérise-t-elle ce processus? À première vue, on pourrait croire que la complexité technique impose ce rythme. Mais la réalité est que le démantèlement des navires reste une industrie qui repose davantage sur la main-d'œuvre humaine que sur les machines. Les ouvriers travaillent de 12 à 16 heures par jour, gagnant seulement environ 3 à 4 dollars américains pour cet effort exténuant. On peut remarquer leur silhouette se déplaçant inlassablement au milieu des structures métalliques immenses. Mais ce n'est que le début des épreuves quotidiennes. Bien que le processus puisse paraître séquentiel et ordonné, en réalité, ce travail est extrêmement dangereux à chaque instant. Les travailleurs font face à des chutes d'acier imprévisibles, glissent depuis des hauteurs vertigineuses et risquent des explosions soudaines causées par l'huile résiduelle. On voit souvent la poussière d'amiante saturer l'air, une substance qui peut causer des dommages pulmonaires permanents. Depuis la fin des années 1960, près de 2000 accidents graves ont été enregistrés, bien que le nombre réel soit certainement plus élevé, car beaucoup de travailleurs migrants ne sont pas officiellement documentés. L'équipement de protection est rare dans de nombreux chantiers et l'accès aux soins médicaux reste sévèrement limité. La situation se complique encore en dehors des zones de travail. On observe que de nombreux travailleurs vivent dans des logements de fortune, manquant d'eau propre et d'assainissement de base. La nature physiquement exigeante mais instable du travail limite leur accès à l'éducation et à l'assurance, forçant beaucoup à rester liés à cette occupation hautement dangereuse pour des années. Malgré les efforts de plusieurs organisations internationales, le changement a été lent. Les conditions de vie restent ainsi figées dans cette attente. Plus d'un demi-siècle, c'est la période durant laquelle cette industrie a maintenu son activité sans interruption majeure. Pourquoi ce secteur survit-il malgré la complexité logistique du démantèlement? On pourrait penser que la destruction de navires n'est qu'une gestion de déchets coûteuse. Mais la réponse réside dans la valeur économique colossale de l'acier recyclé qui alimente le marché mondial. Lorsque les chalumeaux découpent un navire pièce par pièce, chaque plaque d'acier et chaque section de tuyau redeviennent une ressource brute essentielle. Un cargo de taille moyenne peut fournir de 10 000 à 25 000 tonnes d'acier pur. Les navires de croisière, plus imposants, dépassent souvent les 40 000 tonnes de matière récupérable. Mais ce n'est que le début de la transformation des matériaux. Tout cet acier est expédié vers les fourneaux pour renaître sous forme de billettes, de barres d'armature et de plaques d'acier. Ces éléments servent ensuite à la construction de ponts, de routes et d'infrastructures civiles. À première vue, le processus semble destructeur, mais en réalité, le recyclage économise jusqu'à 70% de l'énergie par rapport à la production à partir de minerais. Cela réduit également de manière significative les émissions de dioxyde de carbone. La suite devient plus complexe avec la récupération spécifique des métaux non ferreux. On peut remarquer l'extraction minutieuse du cuivre des câblages électriques et de l'aluminium des garde-corps le long des ponts. Le laiton des hélices et l'acier inoxydable des cuisines industrielles sont également récupérés à des taux élevés, allégeant la pression sur les ressources naturelles. Et ce n'est pas encore la limite de la valorisation. Même les composants mécaniques comme les compresseurs, les générateurs et les pompes sont inspectés avant d'être revendus sur les marchés locaux. Les systèmes de navigation complexes trouvent aussi de nouveaux acquéreurs après une vérification technique. D'un navire qui semble avoir perdu toute utilité, l'industrie génère des millions de dollars américains en matériaux et équipements.
Ces éléments continuent ainsi leur parcours technique dans de nouveaux projets. Des ressources sont conservées et l'acier est récupéré, réduisant ainsi les émissions globales dans le cadre de l'économie circulaire. Le démantèlement des navires est souvent décrit comme une victoire pour le recyclage. Pourquoi ce processus apparemment vert est-il pourtant si controversé? L'opération semble idéale pour la planète, mais l'environnement n'est pas toujours sauvé, il meurt parfois simplement ailleurs. Dans les chantiers de démolition, le prix payé ne se limite plus à des chiffres abstraits, mais touche directement le sol, l'eau, l'air et les vies humaines. À première vue, un navire en fin de vie semble inerte, mais en réalité, une seule coque contient des dizaines de substances dangereuses. On trouve de l'amiante dans les tuyauteries et de la peinture au plomb sur les parois. Mais ce n'est que le début. Les équipements électroniques regorgent de polychlorobiphényle, tandis que les métaux lourds et l'huile résiduelle stagnent dans les réservoirs. On y trouve même des déchets biologiques provenant des systèmes sanitaires des navires de croisière. Si ces matières ne sont pas manipulées avec une extrême précaution, elles s'infiltrent lentement dans le sol ou s'écoulent vers la mer. On peut remarquer comment cette contamination s'installe pour durer des décennies. La suite devient plus complexe pour l'écosystème local. Dans de nombreuses zones proches des chantiers, les concentrations de métaux lourds dépassent les niveaux autorisés. La faune marine décline brutalement et les terres deviennent visiblement dégradées sous l'effet des toxines. Les résidents locaux font face à de sérieux problèmes de santé liés à cette exposition. La méthode du beaching, bien que bon marché et largement utilisée, cause des dommages environnementaux significatifs, car tout le processus se déroule sur des plages ouvertes, sans les systèmes de traitement des déchets adéquats. Les polluants restent sur place, marquant durablement le littoral. 10 à 15 ans, c'est le temps nécessaire pour démanteler entièrement un seul sous-marin nucléaire. Pourquoi ce processus est-il si long comparé aux navires marchands? On pourrait croire qu'il suffit de découper la coque en acier, mais la présence de réacteurs, de barres de combustible et de systèmes de refroidissement radioactifs rend l'opération extrêmement périlleuse. Car à cause de ces impacts environnementaux, on ne peut pas simplement échouer un navire sur une plage pour le traiter. Certains bâtiments exigent des conditions spéciales et des niveaux de contrôle bien plus stricts. Mais ce n'est que le début des contraintes techniques. Seuls les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni ont la capacité de traiter ces mastodontes radioactifs en toute sécurité. On peut remarquer la complexité des infrastructures requises pour isoler les matières dangereuses. À première vue, le démantèlement semble simple, mais en réalité, c'est une opération de haute technologie. La suite devient plus complexe avec l'arrivée de nouvelles lois mondiales, comme la Convention de Hong Kong de 2009. Celle-ci exige un recyclage sûr, bien qu'elle n'entrera en vigueur qu'en 2025. On voit comment les normes évoluent, car l'Union européenne oblige désormais les navires sous son pavillon à utiliser uniquement des installations approuvées. Les standards de sécurité continuent ainsi de s'élever progressivement. Des centaines de kilomètres de plages en Asie du Sud deviennent le point de chute final des navires dans des installations agréées. Chaque bâtiment porte sur sa structure les marques physiques de longues années de navigation. On peut remarquer l'érosion du métal accumulée après avoir transporté des cargaisons et des personnes à travers le globe. Mais ce n'est que le début d'un changement d'état physique pour la matière. Pourquoi ces coques immenses ne sont-elles pas simplement abandonnées après leur dernier voyage? La fin de l'itinéraire commercial ne signifie pas la disparition de l'acier. Le démantèlement permet de récupérer les matériaux pour les réintégrer directement dans le flux de production. Des centaines d'ouvriers découpent les plaques massives au chalumeau jour et nuit. À première vue, l'opération sur la plage ressemble à une destruction chaotique, mais en réalité, elle alimente une chaîne d'approvisionnement vitale pour l'économie. On voit comment les sections de la coque s'effondrent sur le sable avant d'être triées. La suite devient plus complexe lors de la séparation précise des composants. Les matériaux extraits repartent immédiatement vers les fonderies pour de nouveaux usages d'ingénierie civile. Ils serviront à ériger des ponts,
à bâtir des usines ou à étendre des zones industrielles modernes et parfois même à assembler un nouveau navire. Ce cycle de vie, bien que techniquement risqué et sujet à controverse, assure la continuité des ressources mondiales. La machine cède sa place, transformant une perte apparente en un stock de matières durables. L'acier attend désormais sa prochaine forme,